18h politique spéciale, accord Union européenne-Turquie ce soir. Cet accord décidé en aparté entre Angela Merkel et Ahmet Davutoglu, le Premier ministre turc, au tout début du mois de mars et qui a été en quelque sorte entériné par les 28 le 18 mars dernier. Il est en vigueur depuis le 20 mars, mais il prendra une tournure très symbolique demain avec les premiers renvois de migrants considérés comme ne relevant pas du droit d'asile, renvoi de ces migrants vers la Turquie. Depuis le 20 mars déjà, les migrants arrivant en Grèce y étaient bloqués, dépourvus de leur liberté de mouvement. Désormais, ceux qui sont considérés comme des réfugiés économiques doivent repartir d'où ils sont venus quand ils sont passés par la Turquie. À charge pour la Turquie de renvoyer vers l'Europe un vrai, entre guillemets, demandeur d'asile, par exemple un Syrien. On va en parler avec nos invités ce soir. On leur demandera ce qu'ils pensent de cet accord et s'ils y voient une forme de troc d'êtres humains, puisque c'est l'expression qui a beaucoup été utilisée. Geneviève Garrigos, bonsoir. Bonsoir. Est avec nous ce soir, présidente d'Amnesty International France. Merci d'être des nôtres. Fatima Benomar est là également. Bonsoir. Militante féministe, porte-parole des effrontés. Vous connaissez bien la question des migrations et vous allez pouvoir nous en parler. Pascal Durand, bonsoir, député européen écologiste. Et Florent Angel. Bonsoir Florent, responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. On devrait pouvoir rejoindre à Mytilène, sur le port de Mytilène, Baptiste Maton, qui est sur place avec Marina Zambrano pour nous. Bonsoir Baptiste. Vous êtes donc à l'endroit où demain vont partir des milliers de migrants considérés comme indésirables désormais sur le sol européen. Est-ce que ces migrants sont déjà, à l'heure où nous parlons, dans le port, Baptiste ? Alors Audrey, actuellement non, ils ont tous été regroupés dans le camp de Moria qui est situé à peu près 20 minutes du port de Mytilène, là où on se trouve avec Marine Zambrano. Ils partiront dès demain matin pour les premiers, un contingent de migrants. On ne sait pas à peu près combien, il devrait y en avoir entre 50 et 100, c'est le chiffre qui circule ici. Ils seront mis sur des bateaux accompagnés par des policiers grecs notamment, mais aussi d'autres renforts venus d'Europe. Le premier départ, il est prévu à 10h demain matin ici. Et comment va s'organiser leur départ ? Ça va se faire avec une série de bateaux ? Comment les choses vont se dérouler concrètement ? Alors concrètement, dès très tôt demain matin, il y a des bus qui vont aller dans le camp de Moria. On va faire monter les migrants dans ces bus. On va les accompagner jusqu'au port où ils vont prendre des bateaux, vraisemblablement des bateaux turcs qui ont été loués spécifiquement pour cette opération. Ça ne devrait pas être des bateaux de l'agence Frontex, l'agence qui est chargée de surveiller les frontières européennes. Et puis, il y aura plusieurs allers-retours dans la journée. Et des allers-retours, il faut le dire, ça ne va pas se passer que demain matin, cette opération. Ça va se dérouler sur plusieurs jours, évidemment, parce que plusieurs centaines, voire un millier de migrants sont concernés actuellement dans ce camp de Moria, dans des conditions sanitaires déplorables, il faut le signaler. Il y a près de 3000 personnes qui s'entassent. Ils ne sont pas tous concernés par ces départs, mais beaucoup, notamment, et vous l'évoquiez tout à l'heure, ceux qui ne sont pas concernés par ces demandes d'asile. Il y a beaucoup d'Afghans, des Pakistanais aussi, qui ne peuvent pas forcément demander l'asile, qui sont passés par la Turquie il y a quelques jours, certains même samedi, hier justement, qui vont devoir repartir en Turquie. Autant vous dire que l'espoir, il aura duré très peu de temps, à peine foulé le sol européen, qu'on les emmène directement en bus. Lorsqu'ils arrivent sur des plages, on vient les chercher, on les amène dans le camp de Moria où on regroupe tout le monde désormais. Même si les arrivées continuent, directement, tout le monde va dans le camp de Moria et ils commenceront à partir dès demain matin. Alors justement, Baptiste, comment sont choisis, sont départagés ceux qui repartiront demain ? Quels sont les critères qui font qu'on en choisit un plutôt que l'autre ? Alors là, c'est compliqué, Audrey. En fait, au niveau des critères, c'est assez flou puisque il n'y a pas beaucoup d'informations qui filtrent autour de cette opération qui semble être assez mal organisée. En tout cas, c'est ce que confient les autorités grecques. Il faut tout simplement ne pas pouvoir demander l'asile en Europe. Ceux qui sont considérés comme réfugiés économiques, vous l'évoquiez, eux vont devoir
repartir. C'est le cas notamment des Irakiens, des Pakistanais, des Afghans. Il y a aussi des gens qui sont venus d'Afrique du Nord et qui ne sont pas concernés par cet asile politique. Ils vont devoir donc repartir. Priorité est donnée à ceux qui ont d'ores et déjà demandé l'asile, ceux qui sont arrivés avant le 20 mars et la signature de cet accord, notamment certaines familles syriennes par exemple. Mais on a pu discuter avec des Syriens eux aussi qui sont directement concernés et qui ne savent pas tout simplement ce qui va se passer. Il faut préciser une chose aussi. Nous sommes allés les voir avec Marine Zambrano cet après-midi au camp. On a pu discuter avec eux, même si c'est très compliqué à travers les grilles, simplement parce que la police est très présente. La plupart, eh bien, ils ne savent tout simplement pas ce qu'on va faire d'eux. Ils sont là, ils attendent, ils veulent des réponses, mais à chaque fois qu'ils posent la question, c'était peut-être vous rentrerez, peut-être pas. En tout cas, en attendant, vous attendez ici. Ils aimeraient bien avoir des réponses. Baptiste, comment réagit la population sur place? On sait qu'il y a en Grèce un très fort élan des populations, élan de solidarité des populations locales avec les réfugiés. Oui, il y a près de 3000 migrants qui sont dans ce camp de Moria. Il y en a qui continuent à arriver tous les matins dans des petits bateaux. Hier matin, on a assisté à l'arrivée d'une soixantaine de migrants sur une embarcation de fortune qui ont donc été emmenés dans ce camp. Et puis, lorsqu'on se promène dans les rues de cette station balnéaire, qui est aussi une zone très touristique, évidemment, lorsqu'on discute avec les locaux, le sentiment n'est pas du tout le même que, par exemple, à Calais, où il y a aussi beaucoup de migrants à côté de la ville. Ici, il y a eu, vous l'avez dit, Audrey, un élan de solidarité. Il y a des gens qui leur apportent à manger d'une manière générale. Mais ils ne sont pas tout à fait hostiles vis-à-vis de ces migrants. Ils comprennent la situation économique. La Grèce qui elle-même a traversé des périodes difficiles au niveau économique. Ils comprennent que pour des raisons extrêmement difficiles, dans un élan d'espoir ou de désespoir, on peut décider de tout quitter avec rien sur le dos et de partir. Ce qu'ils ne comprennent pas forcément, en revanche, c'est la manière dont les choses ont été organisées ici, où on a parqué près de 3000 personnes dans un camp derrière des barbelés, avec notamment des enfants, où on refuse désormais depuis quelques jours l'accès aux organisations non gouvernementales. C'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas, voilà, ce qu'ils expliquent, c'est que ces migrants, ils ne les dérangent pas. De toute façon, ils les côtoient de moins en moins parce que pour des questions purement sécuritaires, ils ont été parqués, comme je le disais, dans ce camp et qu'ils n'ont plus la liberté de circuler sur l'île de Lesbos. Dernière question, Baptiste. Vous nous disiez que les associations humanitaires n'ont pas forcément accès à ce camp de Moria. Les journalistes non plus. Vous en avez fait l'expérience tout à l'heure. Ouais, on va se décaler un petit peu, Audrey. C'est une image qui est importante. Regardez, Mytilène, sa carte postale, son joli port de pêche, ses restaurants, les gens qui chantent, qui dansent. Ça, c'est pour l'image que les autorités grecques aimeraient que l'on transmette. Mais seulement la réalité, elle est bien différente. Et derrière cette image de carte postale, il est en train de se jouer un vrai tournant en Europe, un tournant que les autorités grecques ne veulent pas vraisemblablement que les journalistes montrent, ou en tout cas que nos téléspectateurs, notamment en France, voient. Dans ces moments-là, il est parfois compliqué d'expliquer. On va donc se contenter des faits. Nous sommes allés cet après-midi avec Marine Zambrano devant le camp, où on a fait des images dans la rue, filmant ce camp, les migrants derrière ces barbelés, tentant de discuter avec eux. La police est venue, nous a évidemment interdit de filmer, nous expliquant que cela était interdit, au nom de quoi on ne le comprend vraisemblablement pas. Et puis on a été emmenés à l'intérieur du camp, on a confisqué nos passeports pendant plus d'une heure. On a essayé de parlementer avec la police qui savait bien qu'on était une télévision française, mais qui en faisait exprès de parler en grec pour qu'on ne comprenne pas, nous menaçant même de nous emmener en cellule ce soir et de nous présenter à un juge demain matin. Il faut savoir que la loi en Grèce, elle est simple. Un journaliste peut faire son travail, tout comme en France. Il n'est pas forcément obligé de montrer ces images à la police. On nous a demandé de montrer les images et même de les supprimer, ce que nous n'avons pas accepté de faire. On a finalement pu ressortir de ce camp. Mais voilà, on n'a pas forcément d'images, mais on a pu discuter avec eux et c'est ça le plus important. Merci beaucoup Baptiste Maton, envoyé spécial donc au port de Mytilène, d'où partiront demain ces migrants qui sont renvoyés vers la Turquie. Geneviève Garrigos, je vous voyais indignée en entendant le compte-rendu de notre journaliste. Absolument, parce que ce qui a été clairement dit, et c'est une information que je n'avais pas jusqu'à présent, puisque nos équipes seront sur place à partir de demain matin, c'est qu'il est question de renvoyer des personnes qui sont
arrivé ces derniers jours. L'Union européenne s'était engagée à ce que les personnes puissent faire une demande d'asile si elles le souhaitaient, que cette demande puisse être examinée et qu'elles puissent même avoir un recours. C'est pour ça, entre autres, qu'on doit envoyer 4000 personnes européennes, y compris des interprètes et autres. Or là, on voit que ce n'est pas le cas, que les personnes, en fonction de leur nationalité, mais y compris des Syriens, vont être renvoyées. On sait qu'en Turquie, ces personnes ne peuvent pas faire de demande d'asile puisque la Turquie n'est pas membre de la Convention de Genève, en tout cas du protocole additionnel. Et donc, les Afghans, les Irakiens qui pourraient accéder au statut de réfugié, parce qu'on ne peut pas dire que parce qu'ils viennent d'Afghanistan, c'est des migrants économiques. Il y en a qui fuient les talibans. On sait ce qui se passe aujourd'hui. On sait ce qui se passe dans le nord de l'Irak. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'ils ne peuvent pas faire demande d'asile, ils vont être mis dans un camp de rétention, qui est un véritable camp de détention, dans les mêmes conditions qu'ici, et vont être renvoyés vers leur pays. Et donc, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'Union européenne est en train de violer les engagements les plus essentiels de solidarité et de prise en charge de la question des réfugiés. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas capable, à ce stade, de dire on n'en veut pas, on les renvoie dans leur pays d'origine, mais elle passe par la Turquie. On est en train de tout délocaliser vers la Turquie et c'est absolument scandaleux. On va entendre votre point de vue sur cette question, Pascal Durand, dans un moment. Mais je voudrais qu'on écoute justement des réfugiés afghans qui sont arrivés il y a quelques jours sur les plages grecques, et afghans et pakistanais, et qui répondaient aux questions de notre équipe et qui témoignent de leur désarroi. Écoutez. Je viens de passer une très dure journée pour venir en Grèce. Je ne veux pas y retourner. La Turquie n'est pas bien pour nous. Peut-être que l'armée et la police sont bons, mais la mafia, les criminels, nous attrapent et nous prennent tout notre argent. Si nous venons pour demander l'asile, on nous a dit vous serez expulsés. Vous ne pouvez pas arriver ici et faire une demande d'asile. Vous ne pouvez pas obtenir d'avocat. Les policiers nous mettent la pression. Quand nous sommes arrivés pour faire la demande, certains de mes amis ont essayé eux aussi de demander l'asile. Ils vont peut-être être arrêtés et jetés en Turquie. Alors en fait, ce sont deux réfugiés pakistanais, deux demandeurs d'asile pakistanais. Florent Gel, justement, voilà des situations qui diffèrent du demandeur d'asile syrien qui a un peu plus de facilité que les autres pour être admis sur le territoire européen. Et pour autant, ces gens ne sont pas moins désespérés. Non, et encore faut-il savoir si ça sera effectif également pour les demandeurs d'asile syriens. C'est véritablement l'accord de la honte. On le voit bien dans les faits. La réalité, ces gens sont parqués, c'est des centres de rétention. Même le HCR, MSF et les ONG ne veulent même plus travailler. On les laisse pas travailler, mais de toute façon, ils veulent même plus travailler. C'est-à-dire emmener des gens vers des endroits où les migrants sont pris en charge, les réfugiés sont pris en charge. C'est véritablement l'accord de la honte également, puisque on le voit très bien, l'Union européenne est en train de déclarer la Turquie un pays tiers sûr, ce qui lui permet effectivement de renvoyer les réfugiés et les migrants. Mais une façon pratique de sous-traiter le problème. Bien sûr, c'est délocaliser la misère, le problème et les questions de réfugiés. Les Nations Unies viennent de déclarer également qu'ils se demandaient si cet accord était légal, puisqu'on évoquait tout à l'heure la question du droit d'asile, mais il est évident que le droit d'asile, c'est quoi? C'est la plus simple humanité, mais c'est aussi le respect de tout à chacun, c'est-à-dire de voir son cas étudié de façon individuelle, puisqu'on le rappelait, évidemment, chaque situation peut être complètement différente, et la Turquie n'est pas un endroit où la question pour les réfugiés est un endroit éventuellement sûr. Donc là, effectivement, on met en place un système policier qui permet, à l'abri des regards, de délocaliser tout le monde, sans être sûr que les quelques conditions qui ont été arrachées dans des accords puissent effectivement être respectées, puisque est-ce qu'il y a ces fameux 4000 agents qui permettent des juges, des interprètes, il faut des experts en réadmission. Même l'OFPRA. Des escorteurs, des traducteurs, des juges et des experts en réadmission. Même l'OFPRA, qui est l'agence française d'études des cas des personnes réfugiées ou apatrides, même l'OFPRA n'a pas voulu participer à cette mission, considérant que de toute façon cet accord était illégal. Donc vous voyez qu'on est plus qu'aux frontières
aux limites de notre politique et des droits que l'on s'est imposés nous-mêmes pour les respecter, on a, je crois, franchi la ligne rouge. Alors, Johanna Holstein est avec nous à Bruxelles. Johanna, bonsoir. Est-ce qu'à Bruxelles, on considère cet accord Union européenne-Turquie comme viable, comme équilibré ? Bien, écoutez, le soir de la... De son avec Johanna, on va la retrouver dans un instant. Ça me donne la possibilité de vous donner la parole, Pascal Durand, sur ce qu'on entendait et sur le rôle de l'Union européenne dans cette affaire. Je rappelais en début d'émission que tout ça s'est décidé presque entre la poire et le fromage entre Angela Merkel et Ahmed Davutoglu dans la nuit du 6 au 7 mars. Que le 7 mars, les partenaires européens ont été un peu mis devant le fait accompli de cet accord et ce fameux accord un migrant un pour un qui s'en va, un qui revient. Et les 28 ont bien dû s'y adapter par la suite avec cet accord du 18 et du 20 mars. Oui, cet accord, c'est une faillite morale, comme l'a dit Philippe Lamberts, mais c'est également la démonstration de la faillite de l'Europe des États. Parce que j'ai bien entendu la critique qui est faite d'une manière générique à l'égard de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, en ce qui concerne la Commission et en ce qui concerne le Parlement européen, a fait le travail depuis des mois et des mois. Elle demande aux États de mettre en œuvre une solidarité à l'égard de ces êtres humains qui viennent chez nous chercher refuge parce qu'ils fuient des situations de misère et de conflit absolument insupportable. Et justement, on a la sensation depuis un an que la Commission et le Parlement parlent dans le désert. Exactement, on prêche dans le désert. C'est-à-dire que les États, moi j'ai pas oublié quand même au moment où la Commission a demandé aux États de prendre, à l'époque on demandait à la France de prendre 25 000 réfugiés, 25 000 personnes dans un pays de 65 millions d'habitants. Et je me souviens dans quelle mesure notre Premier ministre, M. Manuel Valls, avait dit à la frontière italienne, à Menton, avec M. Estrosi et M. Ciotti, nous ne céderons pas au diktat de Bruxelles. C'est-à-dire que cette mise en scène qui a été faite par les États d'un refus de prendre en compte la situation de ces êtres humains est une situation scandaleuse. C'est une faillite morale, c'est une faillite politique, parce qu'on voit bien que les États n'ont pas réussi et n'arrivent pas à se mettre d'accord, et que chacun renvoie sur les autres la responsabilité de la situation. Évidemment, la Grèce et l'Italie au premier rang. Mais c'est surtout une faillite morale. Dans l'accord que l'on est en train de passer avec la Turquie, vous avez parlé de sous-traitance, mais à quelles conditions ? On paye la Turquie, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas... Moi, j'étais au camp de Grande-Sainte. Il y a quelques jours, on n'arrivait pas à trouver 1 ou 2 millions pour pouvoir accueillir dignement. Et heureusement que Médecins sans frontières et le maire, M. Damien Carême, l'ont fait. Parce que là, on a réussi à accueillir 1500 personnes. On n'arrivait pas à trouver quelques centaines de milliers d'euros pour l'aider. Mais là, on trouve 3 milliards pour aider la Turquie à sous-traiter. Donc on y revient à 3 milliards supplémentaires, puisqu'il y avait déjà 3 milliards de premiers. C'est-à-dire 6. Je vous interromps une demi-seconde parce qu'on a retrouvé une liaison correcte avec Johanna Holstein à Bruxelles. Je vous posais la question, Johanna, de savoir si à Bruxelles, on considère cet accord comme équilibré. Écoutez, non, je vous disais que le 18 mars, personne ici n'a réellement crié victoire dans les couloirs du Conseil européen après cet accord entre l'Union européenne et la Turquie. Pourquoi ? Parce que l'Europe a dû transiger sur le principe de l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire, parce que l'Europe a dû conclure un pacte avec un régime de plus en plus autoritaire et parce que l'Europe a dû faire de nombreuses concessions. Monsieur Durand en parlait, notamment une enveloppe supplémentaire pour aider les réfugiés syriens, la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs qui sera effective dès la fin du mois de juin, et puis l'accélération des discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne avec l'ouverture d'un nouveau chapitre. Pourquoi on n'a pas obtenu d'accord équilibré ici ? Parce qu'en fait, la Turquie était en position de force face à une Europe divisée. On a l'impression, Johanna, que c'est finalement l'Allemagne et la Turquie d'abord qui décident et les autres suivent. Pascal Durand parlait à l'instant de l'impuissance de la Commission et du Parlement à peser sur ces décisions.
Clairement, le 7 mars, lors du premier sommet spécial migrants, c'est l'Allemagne qui a géré les discussions avec le Premier ministre turc. Seul le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre néerlandais ont pu également assister à ces discussions. Clairement, ce que l'on note ici, c'est l'absence de la France dans la gestion de la crise des migrants. À Berlin, on s'en agace un petit peu. On a d'ailleurs peu apprécié les commentaires du Premier ministre français sur la politique d'ouverture de l'Allemagne vis-à-vis des migrants. Alors oui, c'est l'Allemagne qui décide parce que c'est l'Allemagne qui accueille le plus de migrants. Et donc oui, c'est l'Allemagne et la Commission européenne quand même qui gèrent ce problème. Le Parlement européen sera consulté notamment sur cette question de la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs. Les eurodéputés ont leur mot à dire sur ce sujet. Merci beaucoup Johanna pour ces précisions depuis Bruxelles. Johanna Hochstein, Fatima Benomar, on ne vous avait pas encore entendu sur cet accord et sur ce qu'il dit de la façon dont l'Union européenne gère entre guillemets cette crise migratoire et sur ce qu'on vient d'entendre de la part de Johanna Hochstein. Bon, la première chose à dire, c'est que quand même la France et les pays européens sont quand même engagés et signataires de conventions internationales, et notamment par rapport au droit d'asile de la Convention de Genève. Or, on est en train d'essayer de nous dire que les réfugiés, enfin les personnes qui sont légitimes à faire une demande pour être réfugiés sont définies selon si leur pays est en guerre. Sauf qu'il n'y a pas que des réfugiés de guerre. Aujourd'hui, une femme qui risque une attaque à son intégrité psychologique ou physique, que ce soit une excision ou que ce soit un mariage forcé, est légitime à faire une demande d'asile. Aujourd'hui, un homosexuel qui risque l'emprisonnement ou qui risque la peine de mort dans son pays d'origine est légitime à faire une demande d'asile. Et là, on est en train de bafouer les accords internationaux puisqu'il s'agit bien de refoulement collectif et donc on ne va pas avoir les cas individuels des personnes. Alors le premier sujet d'indignation est évidemment pour essayer de légitimer cet accord d'avoir fait de la Turquie un pays sûr. Ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et puis le deuxième sujet d'indignation, c'est comment on a monté un fantasme de l'Europe envahie par les réfugiés pour légitimer cela. Là, il faut être très précis et donner quelques chiffres. Il y a 60 millions de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde. Il y a 4 millions de Syriens réfugiés. Et déjà, la première chose à dire, c'est que pouvoir quitter son pays est aujourd'hui un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, en vérité, les pauvres qui sont en Syrie vont être massacrés, tués, les femmes vont être trafiquées dans des marchés aux esclaves sexuels sur place. Et c'est les personnes qui ont un minimum de capital financier ou social, c'est-à-dire avoir les bonnes relations, voilà, comme dans le Titanic, c'est ceux qui ont dîné aux bonnes tables qui auront une place dans le canot de sauvetage, qui vont pouvoir financer et arriver dans nos pays. C'est-à-dire que le mythe de l'appel d'air par rapport à des réfugiés économiques est au pire une méconnaissance de la réalité et au mieux un montage et de la démagogie, parce que ceux qui fuient ne vont même pas dans les pays de l'OCDE et de l'Union européenne. C'est la Turquie qui a accueilli 2 millions de réfugiés, à savoir 3% de sa population. Le Liban qui a accueilli 1 million de réfugiés, à savoir 20% de sa population. La Jordanie qui a accueilli 1 million de réfugiés, à savoir 12% de sa population. Quant à l'Union européenne, qui compte parmi les pays les plus riches de cette planète, elle accueille pour l'instant 0,2% de sa population. Et on essaie de nous faire croire que c'est ça qui va déstabiliser nos finances publiques et organiser le grand remplacement. Près d'1,3 million personnes qui sont arrivées en Europe. Et en France, c'est 0,1 l'an dernier. On refuse 4 sur 5 personnes. Et juste pour relativiser justement encore et compléter peut-être le propos de Fatima Benomar, Florent Gel, vous parliez de 60 millions de réfugiés. Les migrations dans le monde chaque année concernent plus de 200 millions de personnes. Oui, et puis ce sont surtout des migrations qui sont sud-sud. Aujourd'hui, ce sont les pays du Sud qui payent le plus lourd fardeau en fait aux personnes qui se déplacent. Effectivement, il y a des questions de conflits qui sont majoritaires aujourd'hui dans le monde. Mais aussi, il faut bien comprendre que ces migrations, si vous prenez la route des migrations, par exemple, de l'Érythrée, du Soudan, etc.,
enrichissent aussi des réseaux clandestins. Et aujourd'hui, avec la frontière fermée qu'on veut mettre en place en Europe, on va réouvrir les anciennes routes, c'est-à-dire la Libye qui s'est jamais complètement tarie, mais les beaux jours vont reprendre et on va réactiver cette route. Or, la route de la Libye, elle passe à travers le Tchad, le Sahel, etc. Et donc va enrichir aussi des groupes armés qui vont déstabiliser la situation dans ces pays. On peut penser aussi à la route qui passe vers le Sinaï, où les gens sont rançonnés, sont torturés dans des conditions extrêmes. Et là encore, on accroît la déstabilisation de ces régions. Et justement, est-ce qu'une solution face à ces réseaux de passeurs et face à toutes ces étapes particulièrement douloureuses, voire mortelles pour les migrants, est-ce qu'une solution, ce n'est pas les corridors humanitaires? C'est un peu l'argument. On l'a demandé, nous, en 2 millions. C'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe, puisqu'on arrive à mettre en place des corridors humanitaires dans le cadre de l'accord Union européenne-Turquie, et on ne veut pas les mettre en place quand on les demandait avant, ou on ne veut pas les mettre en place dans d'autres circonstances tant qu'il n'y a pas d'accord. De la même façon que les hotspots, on va les multiplier. En Libye, avant la crise, l'Union européenne l'avait développé. On est en train de le faire avec l'Égypte, etc., etc. On essaye de délocaliser cette question des réfugiés avec une courte vue. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde n'importe comment, etc. Il s'agit d'être rationnel dans l'approche qu'on développe. Et la rationalité, elle est, on le répète, en amont, c'est-à-dire de développer des relations et des accords politiques avec les pays de départ, régler les problèmes en Syrie, en Érythrée et ailleurs. Deuxièmement, sur les routes, faire que les routes soient plus sûres, que les camps soient mieux dotés. Et enfin, en aval, à l'arrivée, changer ces politiques, comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire arrêter de considérer qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui va prendre le travail de l'autre. C'est pas vrai. On sait que l'apport des réfugiés dans les pays sont des apports économiques importants. La Cour des comptes, il y a quelques années, avait donné un rapport qui disait que le solde était plus que positif pour les personnes qui étaient régulièrement arrivées sur le territoire. Pour autant, Pascal Durand, vous voyez bien comment dans les opinions publiques européennes, l'inquiétude face à ces migrations, la peur et les fantasmes sont alimentés. Bien sûr, on peut toujours alimenter, on peut toujours appuyer sur les boutons de la déshumanisation de la planète. C'est toujours facile d'essayer de faire jouer ces instincts-là, malheureusement. Moi, ce que je vois, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'attitude qu'a eu la France, et notamment de Manuel Valls, c'est que lorsque Mme Merkel a dit on ne peut pas laisser mourir ces gens dans la Méditerranée, on ne peut pas rester sans rien faire devant ces souffrances et ces misères. Quand Mme Merkel a vu des femmes avec des enfants dans les bras, dans des trains, etc., ça les a remués, ça les a secoués, ça a rappelé des souvenirs horribles en Allemagne. Et donc elle a dit mais pourquoi est-ce que personne ne dit qu'elle s'est retrouvée toute seule et que alors qu'elle avait besoin d'aide, effectivement, il y a eu un afflux vers l'Allemagne, mais elle s'est retrouvée dans une situation, elle aussi, de détresse, parce qu'elle a vu arriver près d'1 million de personnes, de la même manière que la Grèce, et que le pays le plus pauvre, quasiment d'Europe, se retrouve confronté à cette souffrance et à cette misère. Donc il aurait fallu aider Mme Merkel, il aurait fallu que chacun prenne sa part. Au lieu de faire ça, on a vu un certain nombre de chefs d'État venir expliquer que c'était un scandale et que ces gens-là venaient en gros piller l'Europe. C'est une honte parce que l'Europe est signataire de cet accord, ça a été dit, de la Convention de Genève. Chaque arrivant a le droit, c'est un état de droit l'Europe. On se vante à travers la planète d'être un des seuls espaces à respecter la démocratie, la paix, d'être un état de droit. Eh bien, prouvons-le à l'égard de tous les êtres humains et pas simplement de ceux qui sont nés sur notre territoire. Faisons en sorte que les droits humains soient respectés. Et donc, moi, le problème que j'ai, j'en ai beaucoup, mais il y en a un quand même qui est particulier, c'est qu'on va renvoyer vers la Turquie, et ça a été dit très rapidement par Geneviève tout à l'heure, mais on renvoie vers la Turquie des êtres humains qui n'auront pas le statut de réfugiés là-bas. C'est-à-dire que l'Europe se refuse à examiner des situations, pourtant légalement elle est contrainte de le faire, et elle les renvoie en Turquie. Et puis un mot quand même sur la situation des Kurdes. Dans le camp de Grande-Sainte, moi j'ai vu énormément de Kurdes. Les Kurdes en Turquie sont considérés comme une minorité opprimée, mais ils n'ont pas le statut de réfugiés en l'état, et certainement pas en Turquie. Donc il va se passer quoi? Selon que le Kurde est syrien, selon qu'il est irakien ou selon qu'il est turc, on va le traiter de manière différenciée, on va séparer les familles. Donc ça, c'est intolérable que l'Union européenne ait, signé
cet accord et qu'elle ait effectivement sous-traité dans des conditions scandaleuses la situation de ces êtres humains. Alors justement, la façon dont cet accord va se mettre en place en Turquie, on en parle tout de suite avec Constance de Bonaventure qui est en direct et en duplex avec nous. Bonsoir Constance. Quels seront les moyens concrets de l'application de cet accord et du fameux 1 pour 1, un migrant renvoyé vers la Turquie et un migrant syrien envoyé vers l'Europe par la Turquie? Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, dès demain, ce sont 2 bateaux qui devraient être affrétés depuis les îles grecques de Lesbos et de Chios vers la ville turque de Dikili, où je me trouve actuellement, mais aussi vers la station balnéaire de Çeşme, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. 2 bateaux turcs opérés par l'agence Frontex. Ils pourraient transporter entre 100 et 200 personnes par voyage. Je vous rappelle que chaque migrant devrait être accompagné par un policier. Au total, ce serait environ 750 réfugiés qui seront envoyés ici en Turquie sur les 3 prochains jours. Alors concrètement, vous le disiez, c'est la règle du 1 pour 1 qui va être appliquée dès demain. Finalement, pour un Syrien ramené en Turquie dans ce contexte, eh bien, un Syrien sera renvoyé, lui, de Turquie vers un pays de l'Union européenne. Alors justement, vous faites bien de le préciser, Constance, ça concernera les Syriens qui auront été déboutés de leur demande d'asile en Europe et qui seront entre guillemets remplacés par un Syrien partant de Turquie. D'abord, est-ce qu'on sait comment les autorités turques choisiront ce migrant syrien qu'ils renverront vers l'Europe ? Alors a priori, ce qu'on a appris ici, c'est que ce ne sera pas aux autorités turques finalement de choisir quel réfugié syrien serait renverré en Europe, mais ce sera plutôt à chaque pays de l'Union européenne, lui, de choisir finalement quel dossier, quel réfugié syrien pourra venir dans son pays. Est-ce que c'est des conditions sanitaires et d'hébergement dans lesquelles sont déjà accueillis les millions de réfugiés syriens qui sont en Turquie? Et puis, comment seront accueillis ceux qui reviendront en Turquie, qui ne sont pas syriens et qui n'auront pas vocation à être envoyés en Europe? Est-ce qu'ils vont rester sur place? Dans quelles conditions? Est-ce qu'ils seront renvoyés dans leur pays d'origine? Alors déjà pour répondre à la première partie de votre question, sur les 2,7 millions qui sont déjà installés ici, il faut savoir que seuls 10% vivent dans des camps qui sont relativement bien équipés et qui ont des conditions sanitaires correctes. Ce sont exclusivement des ONG turques qui œuvrent à l'intérieur de ces camps qui sont pour la plupart situés dans le sud-est du pays, en tout cas jusqu'à maintenant c'était le cas, à la frontière avec la Syrie. Les autres réfugiés syriens, finalement les 90% autres réfugiés syriens vivent dans les grandes villes où pour la plupart ils travaillent et où leurs enfants sont de plus en plus scolarisés. Concernant les réfugiés syriens qui vont arriver de Grèce dans les prochains jours, c'est extrêmement flou et on a pu voir, on a pu constater sur place que pour l'instant, eh bien, rien n'est prêt. En tout cas, visiblement, a priori, certains d'entre eux devraient passer d'abord dans un premier temps par un centre d'enregistrement. Par ailleurs, on a appris que les autorités locales sont en train de commencer la construction d'un grand camp à Manisa, exactement un camp qui pourrait accueillir près de 5000 personnes. Constance, encore une question à propos des autorités turques. Est-ce qu'elles tirent parti en matière de politique intérieure de cet accord? Et puis comment réagit la population turque? Alors déjà en termes de politique intérieure, finalement la Turquie ne gagne pas grand-chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 millions de Syriens sont déjà installés ici. Alors même si la cohabitation se passe bien, il y a évidemment parfois une certaine exaspération qui peut se faire ressentir du côté de la population turque. Et puis il y a également des partis politiques de l'opposition qui ont tenté de récupérer cette thématique finalement des réfugiés, mais ça n'a pas pris plus que ça. En revanche, 2 éléments dans l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie, 2 éléments ont suscité le contentement de la population turque. D'abord, c'est la suppression des visas, l'éventuelle suppression des visas pour les ressortissants turcs qui veulent se rendre en Union européenne. L'autre élément, c'est la relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. 2 éléments, donc, il faut le dire, pourraient finalement faire gagner des points au président Erdogan. Merci beaucoup Constance de Bonaventure en direct et en duplex de Dikili, le port où arriveront ces migrants demain. Merci pour ces précisions. Geneviève Garrigos, il y a une question que vous posez tous les uns les autres depuis le début de cette émission sur ce plateau, c'est la question du cas par cas. En fait, on sait que les conventions internationales empêchent les renvois collectifs comme ça de personnes sans réellement faire du cas par cas. Et à l'inverse, est-ce qu'on se donne les moyens avec cet accord de traiter chaque demande de façon équitable? Eh bien,
Quand je disais tout à l'heure, l'Union européenne s'était engagée à cela, il est clair que ce sont chaque État qui est responsable de la mise en œuvre des conventions de Genève. Donc quand on parle de reconnaissance de la Turquie comme pays sûr, c'est la Grèce qui doit les reconnaître en tant que tels. Et donc là, c'est la Grèce qui doit respecter ses engagements, mais l'Union européenne s'était engagée à faire le nécessaire pour lui apporter les soutiens et le faire. Or, on voit bien que les personnes ne vont pas avoir leurs demandes examinées en Grèce individuellement. Une fois qu'elles sont renvoyées en Turquie, la Turquie ne peut pas les examiner puisque de toute façon, au regard de son droit, elle ne peut pas leur donner le statut de réfugiés puisqu'ils ne sont pas européens. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est les renvoyer dans leur pays d'origine. Parce qu'elle va pas... D'autant si on les a considérés comme des migrants économiques. Elle n'a aucune raison de les garder sur son territoire. Et la difficulté, et je dirais même le drame dans tout ça aujourd'hui, c'est que donc elle ne va pas faire l'examen individualisé, mais en plus, le jour même de la signature du traité, 27 Afghans qui avaient fui l'État libre, il y avait des femmes, des hommes, des enfants, ont été arrêtés, mis en centre de rétention. On les a forcés à apposer l'empreinte de leur pouce pour dire qu'ils étaient d'accord pour être renvoyés. Ils ont été mis dans l'avion et renvoyés. Et nous, ce qu'on constate déjà depuis l'année dernière, que les Syriens et les Irakiens sont renvoyés en masse de l'autre côté de la frontière. Nous avons des témoignages qui montrent que chaque jour, c'est une centaine de personnes qui est renvoyée. D'un autre côté, la frontière turque, elle est fermée depuis des mois. Pendant tout ce qui s'est passé à Alep, les gens restaient cantonnés de l'autre côté. Et ce que l'on sait, et c'est le gouvernement, c'est Ankara même qui l'a déclaré, leur intention n'est pas de construire pour ces réfugiés des camps en Syrie, mais de le construire pas en Turquie, mais à l'intérieur de la Syrie, en créant soi-disant des zones tampons sécurisées. Ce qui est impossible à faire. Et y compris, on a des témoignages que des personnes, des réfugiés, qui étaient du côté syrien, qui ont essayé de passer la frontière, se sont fait tirer dessus à balles réelles par les autorités turques. Donc voilà vers où on renvoie aujourd'hui, voilà les conventions, comment elles sont respectées et à qui on délègue, l'Union européenne et les différents États délèguent leurs responsabilités de protection aujourd'hui. Marché de dupes, Fatima Bennouma. Complètement. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que le premier sujet d'indignation était d'avoir considéré la Turquie comme un pays sûr. Au-delà du rapport d'Amnesty International, qui est effectivement très intéressant et inquiétant, qui montre qu'on refoule en moyenne une centaine par jour des gens vers la Syrie, dont des enfants isolés qui ont été recensés, dont des femmes. Je ne dis pas ça parce que les femmes sont particulièrement faibles ou vulnérables, mais parce que ce sont des cibles privilégiées de Daesh. Mais en plus, au-delà de ça, ce n'est plus un secret pour grand monde que l'attitude de la Turquie est on ne peut plus ambiguë par rapport à Daesh, que dans leurs opérations militaires, parfois, par rapport à leurs conflits, par rapport aux Kurdes, ils préfèrent avantager Daesh plutôt que les Kurdes. Et nous, c'est bien la peine en France de faire de jolis articles pleins d'éloges pour les femmes kurdes qui se battent sur le terrain. Et là, au lieu de les soutenir, elles, on fait des accords avec la Turquie. Et effectivement, on non seulement on monte des camps de réfugiés indignes, on capture n'importe comment des gens en Turquie, on les renvoie vers ces camps indignes, mais en plus qui sont isolés, parce que vous comprenez, il ne faut pas non plus trop perturber avec la saison estivale les gens qui seront sur les plages turques. Donc c'est complètement inhumain et hypocrite comme système. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la France, c'est qu'on est vraiment, et même dans notre vocabulaire, dans une opération de déshumanisation. Quand M. Macron ose utiliser la question des réfugiés à Calais en disant par rapport au Brexit, ça veut dire un dossier qui n'a rien à voir, si l'Angleterre ne fait pas ce qu'on lui demande, je lâche les chiens en fait. Et il n'a pas dit tout à fait comme ça. Non, mais en gros, il dit... si l'Angleterre décide de quitter l'idée en tout cas, c'était je les laisse partir. On laissera passer les Comment ils sont désignés? Quand on parle de troc, quand on parle de crise migratoire, au lieu de dire crise humanitaire, quand on organise la clochardisation de ces personnes-là pour en gros décourager l'appel d'air, qui est un argument complètement hypocrite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Avec une difficulté, Florangelle, je complète ce que disait Geneviève Garrigos à l'instant sur le fait de renvoyer dans leur pays des migrants non syriens qui arriveront en Turquie. Encore faut-il savoir de quel pays ils sont originaires. Absolument. Et puis, il y a une chose qui est très importante qu'on n'a pas dite ici, c'est que ces accords de un Syrien contre un Syrien, déjà, ils excluent évidemment toutes les autres nationalités, et puis c'est limité à 72 000 personnes. Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a plus de 72 000 personnes qui arrivent sur les côtes grecques ou autres. Et parmi ces 72 000 personnes, et toutes ces personnes qui arrivent sur les côtes, qu'est-ce qu'on va faire des mineurs isolés ? Aujourd'hui, il y a 14 000 mineurs qui sont non accompagnés, qui arrivent sur les côtes. On les renvoie, comme cet enfant qu'on a abandonné dans un terminal de Paris pendant 11 jours. Enfin, ça pose quand même des questions au-delà de l'humanité. Aujourd'hui, le Canada a accueilli plus de réfugiés que la France. C'est quand même une aberration. Justement, Pascal Durand, est-ce que ça ne montre pas que cette question, et on revoit ce chiffre de 250 millions de migrants dans le monde en 2015, est-ce que ça ne démontre pas que cette question est mondiale et qu'elle n'est pas seulement européenne ? Mais bien sûr, il s'agit de ne pas découvrir les phénomènes au moment où ils sont dans des situations d'urgence absolue. On le sait, les déplacements de population vont être de plus en plus fréquents. Cela étant, ça se gère. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'accueil humain. Moi, je me souviens que lorsqu'il y a eu les problèmes au Vietnam, lorsqu'il y a eu la guerre, on a su accueillir, parce que Bernard Kouchner, à ce moment-là, vous voyez, qu'un politique peut agir dans un sens ou un autre. À l'époque, il n'était pas politique, mais il avait fait en sorte qu'on aille recueillir sur des bateaux des gens qui étaient en dérive dans la mer. Et on a accueilli 150 000 réfugiés vietnamiens, cambodgiens en France. Sans le moindre problème, on a réussi à le faire. Donc, on a la capacité de le faire. Bien sûr, ces déplacements de population existent. Est-ce que dire ça, ce n'est pas un peu se masquer une partie de la réalité ? Non, je vous assure qu'il y a une peur aussi, mais parce qu'on l'entretient, allez faire un tour dans nos sûr. opinions publiques européennes. C'est très clair, mais on l'entretient, on appuie sur ce bouton-là. On appuie sur le fait que certains terroristes ont infiltré D'abord, ça n'a pas été prouvé. Moi, ce que je sais jusqu'à preuve du contraire, c'est que tous ceux qui ont commis des attentats terroristes à ce jour, ils étaient tous connus des services de police, ils étaient identifiés, repérés, parfois suivis, et qu'il y a beaucoup plus un problème humain dans les services de renseignement et dans les services de police qu'un problème de migration. Là, je crois qu'on est vraiment en train de mentir et de déplacer. Oui, mais ces peurs-là, elles existent dans les opinions bien sûr, si on les européennes. entretient, on peut pas. Moi, je ne vais pas nier le fait qu'on entretient ces peurs. Je dis simplement, allez à Calais, regardez dans quelles conditions indécentes, inhumaines, indignes, on laisse les gens entassés dans des tentes, dans la boue, avec des enfants, etc. Et allez 20 km plus loin, à Grande-Synthe, là où MSF et le maire ont construit en dur des abris. Et où il y a 1500 personnes, qui sont là dans des conditions humaines décentes. La population ne se plaint pas. Il n'y a pas un vol, il n'y a rien ne se passe. Donc c'est un choix. Simplement, on décide de montrer plutôt la misère de Calais plutôt que le fait d'accueillir dignement des gens. C'est un choix politique. C'est un choix irresponsable. Et donc il y a un grand danger à laisser effectivement entretenir cette peur. Les réfugiés sont des êtres humains exactement comme les autres. Il n'y a aucune raison qu'ils ne se comportent pas de la même manière. Accueillons-les. C'est aussi de notre faute s'ils sont dans ces situations dramatiques et de misère, ne l'oublions pas. Mais que répondre, Geneviève Garrigos, à ceux qui vous opposent l'argument de l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde ? D'abord, on ne lui demande pas d'accueillir toute la misère du monde, on lui demande d'en prendre sa part. Et ce serait déjà très bien si elle le faisait. La deuxième partie. Et elle a toute son importance, surtout dans ce contexte. Et en fait, ce qui caractérise cet accord, c'est le cynisme qu'il y a derrière. Parce que quand vous faites le tour des capitales européennes, tout le monde est d'accord pour dire que cet accord, il est non applicable, il est illégal, et que de toute façon, il y aura des recours, et que de toute façon, ce n'est qu'une question de temps, mais l'Union européenne est en train de perdre son âme là-dessus. Mais en quoi cet accord est extrêmement cynique ? Cet accord, on nous dit, c'est pour permettre de sauver des vies des gens parce qu'on va en faire venir. Non, comme le disait très bien tout à l'heure Florian, c'est que les gens, soit ils vont être envoyés dans leur pays, soit on va les faire passer par la Libye, qui est la route la plus dangereuse au monde. Non, cet accord a été décidé pour satisfaire les opinions et les partis populistes en Europe et pour essayer de les étouffer. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que loin de les étouffer, ça les alimente. Et la seule façon de résister à ce populisme, à cette haine, aujourd'hui, c'est d'avoir un discours de solidarité et de rappeler à combien ces hommes, ces femmes, ces enfants
aujourd'hui comptent sur nous, comme en d'autres temps, d'autres femmes, d'autres hommes et d'autres enfants ont compté sur les pays européens. Merci beaucoup à tous les quatre. On va reparler évidemment de ces questions tout au long des semaines qui viennent sur iTélé. Je rappelle, pour compléter votre propos, Geneviève Garrigos, que plus de 3000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en 2015 et que, à la faveur du printemps et de l'été, il faut s'attendre à de nouveaux mouvements de migration. 18h politique continue avec, dans un instant, Mickaël Darmon pour Politique Week-end. On se retrouve après une courte page de pub.